Alors, merci d'être là avec nous. Je suis vraiment contente de faire partie de ce panel avec ces collègues extraordinaires. Alors, tout au long de l'événement, essentiellement, ce qu'on va faire, c'est revenir sur ce qui s'est passé. On a beaucoup parlé du Black Lives Matter, ce qui s'est passé avec le George Floyd, le racisme systémique. Et on a vu beaucoup d'entreprises, de médias se sensibiliser à tout ça. Puis on voulait justement se questionner si les choses ont changé vraiment. Est-ce que l'industrie s'est adaptée pour faire place à la diversité, à l'inclusion? Puis, est-ce que les choses ont avancé depuis? Donc, c'est de ça qu'on va parler avec nos merveilleux collègues. On n'a pas encore officiellement décidé l'ordre, mais on s'est dit que Andy, tu es le dernier, tu es un homme. À la C'est fin, correct. on laisse la place aux femmes. Alors, mesdames, qui veut se prononcer en premier? Sabine, Vanessa, Élodie? Je te regarde, Élodie. Je vais là avec toi en premier. Alors, je vais répéter la question. Alors, nous avons entendu les beaux discours. Concrètement, l'industrie, est-ce qu'elle a rattrapé son déficit en termes de diversité et inclusion? Est-ce qu'on a avancé depuis? J'ai toujours eu des collègues blanches qui avaient envie de pousser un petit peu le contenu pour que ça parle justement à des femmes de toutes origines, mais qui étaient bloquées par des gens un petit peu plus dans les hautes sphères qui considéraient que ce n'était pas tant nécessaire, dans le sens où, mettons que c'est une masse très homogène qui crée du contenu, ben forcément c'est des gens qui vont créer du contenu pour des gens qui leur ressemblent et qui ne vont pas nécessairement voir le besoin d'aller un petit peu plus loin. Depuis quelques années, c'est quelque chose que je vois. Mettons, mes anciennes collègues de différents magazines ont maintenant la possibilité d'aller faire différents types de reportages, que ce soit par exemple au niveau des reportages cheveux qui avant étaient vraiment problématiques. Quand on regarde n'importe quel magazine féminin d'ici, on a aussi la possibilité de voir plus de femmes noires qui sont présentées, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Je pense qu'en termes de ratio, il y a eu une réelle amélioration. Par contre, là où, comme je disais, ça n'a pas changé, c'est au niveau des gens qui font les magazines. Donc, même s'il y a une espèce d'ouverture d'esprit, je veux dire, dans certains magazines, il y a même eu des formations comme du diversity training avec Never Was Average. Il y a une amélioration, mais le staff reste le même. Là où on voit, mettons, des femmes noires qui contribuent au magazine, c'est plus dans des positions comme journalistes pigistes, qui sont des positions qui peuvent être un petit peu plus précaire. Moi, dans mon cas, je suis un petit peu un ovni, dans le sens où je continue à ne pas voir de personnes qui me ressemblent. Et puis, évidemment, ça me soulève la question de... Je suis une femme noire, mais je suis une femme noire à peau claire dans ce type de poste. Des femmes noires à peau foncée, j'en vois malheureusement pas. Donc, c'est ça. Par contre, ce que je vois aussi, c'est que grâce au diversity training de certaines personnes, je ne suis plus la seule personne qui va venir prendre parole quand il y a des problématiques. Donc, mettons qu'une fois, une de mes collègues a dit « Oh, j'ai déjà une femme noire dans ce dossier, j'en ai une dans ce dossier-là aussi. Est-ce qu'il y en a une des deux que je mets dans le numéro suivant ?» Ce n'est pas à moi de prendre la parole. C'est le reste de l'équipe qui va intervenir en disant « Ben voyons, non, ça n'a aucun sens. » Bien sûr qu'on ne va pas faire un quota sur le nombre de femmes noires qu'on met dans le magazine. Le fait de ne pas avoir à être la personne qui dit ce genre de choses, Oui, moi, je voulais savoir, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour qu'il y ait plus de femmes dans ce métier? c'est un moment où j'ai le droit de répondre. Oui. On n'a pas le droit de répondre. Ah! Tu partages, en fait, c'est pas une question, voilà. OK. Ouais. Vas-y. Moi, félicitations, Élodie, effectivement, là, pour ce poste-là, super important. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose parce que je me suis posé la question comme étant justement une journaliste qui a aussi une fonction de chroniqueuse. Tu sais, j'ai évolué, là, donc je suis passée de journaliste avec un devoir de réserve aux commentaires. Donc, je peux parler sans risquer des conséquences maintenant. Et ce que j'avais par le passé call out, en fait, certains magazines féminins québécois parce qu'à un moment donné, suivant les événements de la mort de George Floyd, on a mis, si je ne me trompe pas, Sarah May en une du clin d'œil. Puis là, je me suis dit, OK, mais pourquoi est-ce qu'on met Sarah May juste parce qu'il y a eu George Floyd au mois de juin, au mois de mai, alors qu'elle vient d'avoir une année extraordinaire. Elle a lancé un album incroyable. Elle a fait la chanson principale du film de Geneviève Peterson, Les Fabuleuses. Elle a vraiment eu une belle run médiatique cette année-là, puis jamais on lui avait offert une couverture de magazine féminin. On a attendu la mort de George Floyd, puis toute la prise de conscience qui a eu lieu à la suite de ce décès-là pour offrir la couverture à une femme noire. T'sais. Donc, c'est pas basé uniquement sur son mérite, c'est basé sur un sentiment de culpabilité des personnes blanches. Et ça, c'est inacceptable. Et ce qu'on m'avait répondu, après que je les ai call-out dans les médias, c'est qu'il y a un enjeu aussi au niveau des ventes. C'est-à-dire que
souvent, quand les femmes des magazines féminins mettent des personnes de la diversité sur des couvertures, ce sont les magazines qui se vendent le moins dans l'année. Quand on met des femmes grosses, par exemple, aussi, toute la question de la diversité, dans nos salons, on en parle entre nous, « Ah, mon Dieu, il manque de diversité, il n'y en a pas assez », mais dès que les médias de la presse écrite en mettent de l'avant, ce sont les magazines qui ont le moins de succès. Pourquoi? Parce que, le public blanc n'est pas habitué, donc il ne va pas les acheter, il ne se sent pas interpellé, il n'est pas habitué, il n'est pas conditionné à apprécier la différence comme nous, par exemple, comme personnes minoritaires, on va être conditionné à le faire. Moi, j'ai l'habitude de consommer des produits où je vois juste des personnes blanches puis je suis capable de m'adapter, mais les personnes blanches ne sont pas conditionnées de cette façon-là. Et de l'autre côté, on a tellement boudé comme communauté certaines publications, certains médias, que quand finalement il y a de la représentation, notre communauté ne se lève pas pour appuyer les gens qui sont dessus. Ça, c'est un enjeu. Fait que, c'est ça. Bon. Fait que, acheter des magazines. Ma réponse va être oui et non. Alors moi, j'ai peut-être un parcours un peu atypique. Un peu comme il l'a dit, je suis née ici même, dans ce quartier, par extension. Mais en secondaire 1, mes parents ont décidé d'aller en Ontario. Et la première personne que j'ai vue à la télévision, c'était Angelo Cadet, qui était à Mini-TFO à l'époque. Et en Ontario, la diversité venait juste de commencer. Ils avaient un programme d'inclusion qui venait juste d'être en application en 1990. Et moi, je voyais déjà la possibilité de pouvoir travailler. Puis aussi, dans les écoles secondaires, c'est qu'ils font déjà la formation dès le secondaire, que les médias, surtout les médias francophones, ont un rapprochement avec la communauté et surtout la communauté francophone, parce qu'on est en milieu minoritaire en Ontario. Et moi, contrairement à ma sœur, j'ai décidé d'étudier en français. Et c'est un acte très, je pourrais dire, militaire. Quand on est en Ontario, parce que la plupart des gens sont anglophones. Alors, pour moi, à l'époque, c'était juste vivre ma francophonie, mais en même temps, j'ai pu voir les possibilités parce que le fait que le fait français était très important pour la communauté franco-ontarienne. Alors, il s'arrangeait que s'il voyait du potentiel chez une personne, quelle que soit la couleur de sa peau, il y avait vraiment un accompagnement. Alors, du bénévolat. Pour avoir son diplôme d'études secondaires en Ontario, il faut avoir 40 heures de stage à chaque année. Et moi, j'ai toujours eu la chance de travailler à Rogers. Alors, j'ai commencé à travailler dans les médias dès l'âge de 14 ans. Alors, en finissant ce secondaire, j'ai déjà un pied en avant. Ceci m'a permis de rentrer dans un collège qui s'appelle le Collège La Cité, où j'ai fait un double programme en relations publiques et en journalisme parce que mes parents avaient très peur que la possibilité de travailler en journalisme en sachant que la communauté francophone québécoise n'avait pas de représentativité. Et aussi en Ontario, pour travailler en télévision, il fallait être anglophone parce qu'il y avait beaucoup plus de postes. Alors moi, j'ai fait un choix de continuer en français, mais aussi de travailler avec des collègues et aussi d'aller prendre des cours à l'Université d'Ottawa parce que c'est la seule université bilingue au Canada. Alors tout ça a fait que je m'adaptais dans le milieu. Je voyais les bénéfices. Et une autre chose que je vois dans mon parcours qui m'a aidée, qui permet d'avoir une structure plus inclusive, c'est aussi d'apprendre l'autre langue qu'on maîtrise le moins, qui est aussi celle qui est dominante comme l'anglais. Et dans mon cas, ça fait que j'ai eu la chance de travailler autant en anglais qu'en français. Et quand je suis revenue au Québec, j'ai eu la chance aussi les anglophones sont clairement plus ouverts, puis ça, je le dis franchement, parce que sont plus ouverts à la diversité parce qu'eux veulent gagner. C'est une mentalité très anglo-saxonne. Et ça, je crois, c'est quelque chose que le Québec devrait ramener pour conserver non seulement, c'est une technique plus inclusive pour s'assurer non seulement de maintenir les gens issus de la diversité à travailler dans la langue de leur choix, mais surtout, ça a été vite. Voilà. Alors, on a 3 minutes pour avoir votre feedback à ce que Sabine vient de dire. Bravo, Sabine. Bravo. Puis je pense que c'est important de mentionner le premier nom que tu as nommé dans ton petit discours, Angelo Cadet. Je pense que on oublie, mais c'est vraiment ce qui fait germer un peu l'idée d'un jour d'accéder à un poste à la télé ou en communication, en relation. Puis moi aussi, je voulais être Angelo Cadet. J'avais 14-15 ans toute ma vie. Mon père me disait « ingénieur ». Ingénieur, ça, bon, oui. Ingénieur. Je pensais que j'allais devenir ingénieur en informatique. Puis là, moi, dans ma tête, je suis comme « ouais, je vais être un bon ingénieur », mais
je voulais pas être ingénieur en informatique. Par contre, j'avais 14-15 ans. Il fallait trouver une journée de stage à l'école. Puis, il y avait Flash, le micro jaune, Angelo, la permanente. Je voulais être Angelo sans la permanente. Avec la permanente? Ben, non, non, sans la permanente. OK. Sans la mais sincèrement, cette journée-là a changé ma vie. Puis là, je le dis aujourd'hui avec du recul, j'avais 14-15 ans, j'ai 33 ans. Et écoute, j'ai été toute la journée avec lui. On a fait vraiment du terrain, montage, reportage. Et à partir de cette journée-là, je me suis dit, waouh, je ne pensais pas être capable parce que j'avais aucun modèle dans moi, c'est-à-dire dans ce que je voulais faire, c'est-à-dire journaliste sportif. J'avais aucun modèle. Angelo, par contre, se rapprochait de ça. Et juste le fait premièrement, qu'il a accepté cette invitation-là, et qui m'a permis d'entrer dans son monde. On parlait tout à l'heure dans le panel avant on a peur de partager nos trucs. C'est super important. Ouvrons nos bras. Toutes nos vies, c'est comme non, non, fais la caille, l'école, l'église. Reste dans tes choses puis partage rien. C'est super important. Puis je pense que tu as bien fait de le mentionner parce que grâce à Angelo Cadet, regarde-toi, ça a allumé quelque chose en toi. Même chose pour moi. Puis aujourd'hui, ben, je ne suis pas ingénieur informatique. J'aurais été vraiment à chier comme ingénieur en informatique. Donc, merci beaucoup, Angelo Cadet. Puis merci à ces modèles qui prennent le temps. Pour eux, ça peut être banal, mais pour nous, ça peut changer nos vies. Donc, merci. Voilà. 2 minutes? Il nous reste 2 minutes si quelqu'un veut rajouter autre chose. Et si je peux rebondir là-dessus, déjà félicitations effectivement pour ton parcours. Puis je pense que tu viens d'amener quelque chose d'important qui répond un petit peu à la question que tu posais d'abord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'il y ait plus de monde dans ces milieux-là? Je pense que le fait d'avoir une espèce de blueprint joue beaucoup. D'avoir des gens qui ont déjà eu ce type de parcours-là pour pouvoir ensuite les emulate, pour être capable de suivre ça, pour être capable d'avoir du mentorat, je trouve que ça joue beaucoup. Moi, effectivement, je trouve que dans mon industrie, c'est quelque chose qui manque, tout simplement parce que je me suis posé la question récemment de savoir s'il y avait d'autres femmes noires qui avaient déjà travaillé dans certains des magazines principaux féminins au Québec et dans des postes comme à responsabilité éditoriale, pas juste en tant que pigiste. J'en trouve pas. Donc, si jamais quelqu'un a une réponse, si jamais quelqu'un a un nom, faites-moi signe parce que j'en trouve pas. Et pour vrai, je trouve ça... j'y pense beaucoup ces derniers temps, puis je trouve ça choquant que dans ce milieu-là, en 2022, il y ait toujours aussi peu de représentation. Ah, c'est parfait. Parfait. Vanessa, à ton tour de te prononcer sur la question, la thématique. Oui, donc moi, j'observe 2 choses principales, je vous dirais. Donc, j'ai commencé ma carrière en 2015 à Radio-Canada. Dans la salle de nouvelles, j'étais à la salle de nouvelles radio pour commencer. Puis, tranquillement, je suis allée au web parce que c'était plus intéressant comme culture, c'était plus jeune, c'était moins la vieille garde un peu amère de Radio-Canada. Puis, j'ai fait de la recherche là-bas. J'ai été recherchiste à la radio, j'ai été chroniqueuse. J'ai même été dans l'Ouest canadien, travaillé en Alberta puis en Saskatchewan. Puis, à toutes les étapes de la création de la nouvelle, ce que je constate, c'est qu'il y a un manque de représentation. C'est-à-dire que dans la mission de Radio-Canada, il y a une obligation de représenter la diversité canadienne. Et là, ils se disent, parfait, on va toute la garrocher devant la caméra, comme ça, notre job est fait. Mais ce qui se passe, c'est que tous les cadres sont blancs, tous les réalisateurs sont blancs, tous les recherchistes sont blancs, tous les affectateurs sont blancs. Donc, vraiment, tout le monde, tous les rédacteurs sont blancs. Donc, les gens qui dictent les choix éditoriaux sont blancs. La façon de traiter la nouvelle sera toujours basée sur la perception des personnes blanches sur la nouvelle d'actualité. Donc, ils ont évidemment des angles morts. Tout le monde en a. Les personnes noires aussi en ont. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de blâmer les personnes blanches d'avoir des angles morts. C'est un constat de se dire que ils sont majoritaires et ils font rien pour remédier à cette situation-là, d'équilibrer les points de vue derrière la caméra, dans des postes décisionnels, dans des postes qui sont responsables des choix éditoriaux. La seule raison pour laquelle au Québec, on débat encore d'un concept comme le racisme systémique, c'est parce que dans les réunions de prod le matin ou le soir, avant le téléjournal avec Patrice, tout le monde est blanc, parce que ces personnes-là, pour elles, c'est un concept qui est débattable parce qu'elles ne le vivent pas. Mais le moindrement qu'on aurait au moins 5 personnes de la diversité, 5 personnes blanches, on garde la majorité blanche, on met 5 personnes de la diversité, 2 noirs, 1 arabe, 2 autochtones, par exemple, juste ça ferait un contrebalancement du discours, puis ça serait plus un débat, le racisme systémique, ça serait un constat des journalistes. Ils pourraient mieux talonner nos élites politiques, ce qui n'arrive pas en ce moment parce que même les gens autour de la table ont des doutes quant à la véracité de ce concept-là.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il y a un problème au niveau des analyses. Donc vraiment, il y a un manque d'analystes en matière d'affaires publiques. On a beaucoup de journalistes racisés qui sont soumis à un devoir de réserve. Mais on a très peu de journalistes racisés qui parviennent à atteindre le statut de chroniqueur, d'éditorialiste, où là, ils ont la liberté de parole, comme moi, j'ai finalement pu l'acquérir en quittant Radio-Canada. Donc, ces gens-là, malheureusement, sont contraints de parler à travers un prisme, ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas contester les décisions qui sont prises, ne peuvent pas dicter l'angle de leur reportage. Et là, comme on a déjà des personnes blanches qui prennent les décisions, qui décident comment telle nouvelle va être traitée, on prend un panel de personnes blanches autour de la table pour discuter des politiques publiques, des politiques qui nous affectent au quotidien. Je prends un exemple récent qui, moi, m'a tellement choquée. Vous vous rappelez peut-être du tollé qu'il y a eu à l'Université Laval. Oui! Alors, on a 3 minutes si vous voulez rebondir sur ce que Vanessa vient de dire. Moi, je suis entièrement d'accord avec Vanessa. Je viens juste hier de quitter un poste à Radio-Canada en tant que recherchiste. Et je peux vous dire que c'est pas facile parce que mes parents ont capoté. Ils ont dit, c'est ça que tu voulais, pourquoi tu quittes? C'est important et je vais apporter 2 choses. La formation est super importante. Les gens qui veulent étudier qui étudient en journalisme après abandonnent. Abandonnez pas, cognez aux portes. On a besoin de vous dans toutes les sphères, pas seulement recherchistes, vraiment producteurs, réalisateurs. C'est là qu'il y a des changements. C'est là qu'on peut vraiment changer les choses. On a besoin d'appui. Moi, je suis tout le temps la seule noire dans l'équipe. Et c'est très difficile, non seulement de débattre certains points quand tu es la seule, mais il faut vraiment endosser plusieurs choses. Alors, c'est important d'aller cogner aux portes, de vouloir travailler et de commencer au bas de l'échelle. Dans notre communauté, des fois, on ne veut pas commencer au bas de l'échelle. Il faut, ou aller même s'exporter ailleurs, comme elle l'a fait à Vancouver. Moi, j'étais en Russie. Alors, il y a plein de choses qu'on doit faire. Formation spécialisée. N'ayez pas peur. Oui, ça coûte cher, mais c'est important parce que c'est comme ça qu'on va avoir les outils pour pouvoir travailler dans ces sphères-là, puis aussi occuper des postes très élevé et là, faire du changement. Parce qu'en étant recherchiste, oui, tu peux pousser quelqu'un, mais des fois, on n'a pas la structure. Il faut beaucoup plus que ça. Puis, on est plusieurs qui travaillent à Radio-Canada comme recherchistes, que ça soit contractuel ou à l'intérieur, et ça prend vraiment une armée et des alliés. Alors, plusieurs personnes essaient de faire leur différence, mais il faut que vous soyez à la table, il faut que vous vous occupez des postes, même si c'est au bas de l'échelle. N'ayez pas peur parce qu'il y a de la place pour nous. Il me reste encore 2 minutes si quelqu'un veut rajouter autre chose. Ben, déjà, bravo Vanessa. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans ce que tu dis. Ben, beaucoup de choses, mais une chose en particulier sur laquelle je voudrais rebondir, c'est le fait qu'on dirait qu'on a besoin de mériter le droit de s'exprimer sur ce qu'on vit, sur nos conditions de travail. Je trouve que ça prend d'arriver à un certain stade dans notre carrière pour être capable d'être suffisamment assis pour que le risque de s'exprimer soit moins grand. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si la majorité, en fait, si les seules personnes noires avec lesquelles je travaille sont des pigistes, moi aussi, d'ailleurs, je travaille pour le magazine Véro, mais je suis pigiste, ce qui fait que le staff de tous les magazines québécois, à l'heure actuelle, féminins, est 100% blanc, sauf erreur de ma part. C'est justement que ça nous permet d'avoir aussi cette liberté-là et ce recul-là, de ne pas avoir à dealer avec des micro-agressions dans notre milieu de travail, mais aussi de pouvoir être 100% propriétaire et responsable de notre propre parole. Seconde, 10 secondes. Quelqu'un a 10 secondes? Miaou. Miaou. Non, parfait. Et le dernier, non le moins, notre ami Andy. Veux-tu que je te répète la thématique ou t'es correct? Répète-moi la question. Alors, la question, on a entendu les beaux discours donc, depuis les dernières années. Ouais. Est-ce que l'industrie a rattrapé son déficit en termes d'inclusion et de diversité? Est-ce que ça a avancé depuis? Si on se pose la question, c'est que clairement, on sait la réponse. Si on est tous ici à avoir ce panel-là, à se poser encore la question en 2022, c'est qu'on connaît tous la réponse. Et la réponse, c'est non. C'est non et on n'en fait pas encore assez. Et quand j'entends un gouvernement qui dit 80 des immigrants au Québec, à Montréal, ne parlent pas français, n'ont pas de travail et n'adhèrent pas aux valeurs québécoises, je regarde ici, vous avez un travail, vous parlez français, vous adhérez aux valeurs québécoises, merci, merci d'être ici. On pense, non mais sincèrement,
Sincèrement, imaginez un jeune de 12, 13, 14 ans qui rêve. Lui, il veut devenir journaliste, il veut devenir acteur. Lui, il est issu d'une famille haïtienne et entend ça de décideurs. Des décideurs, tu l'as dit tout à l'heure, Vanessa, des décideurs qui sont blancs, des décideurs dans une salle où tout le monde est homogène, qui ont vécu le même genre d'expérience. Et ça, c'est mon histoire. J'avais 12, 13, 14 ans. Je me demandais ce que je voulais faire dans la vie. Je suis un fan de sport. Ma première interaction avec, je vous dirais, le monde québécois, c'est dans le sport. J'ai toujours été le seul noir dans mes équipes de hockey. Moi, j'ai une mère qui est métisse, d'un père haïtien, d'une mère de Chicoutimi. Donc, je suis comme un bleuet au chocolat, comme je le dis souvent. Et ma mère, elle, m'incitait à jouer au hockey. Mon père, qui est haïtien, dit « Non, non, va pas là-dedans. C'est pas ton sport, c'est pas à toi. » Mais quand tu as cette dualité-là à chaque jour, qui te force à te lever le matin et à dire « Non, non, écoute, je ne vais pas changer de pays du jour au lendemain, donc je vais y aller. » Et à partir de là, c'est vraiment l'exemple du sport qui m'a fait dire « Moi, je peux réussir ce que je veux faire. » Après, il y a eu l'épisode Angelo Cadet et je me suis dit « Bien, je vais être journaliste sportif. » Donc, comment je fais quand je connais aucun journaliste sportif à la télé? Je vous parle d'il y a 15 ans, c'est fou, là. On est au Québec et il n'y a pas de journaliste sportif noir. Moi, j'ai aucun modèle. Et ça, c'est anormal. Vous êtes aux États-Unis, il y en a plein. Vous êtes ailleurs, en France, vous êtes en Afrique, il y en a partout. Et je me pose des questions et je me dis, bien, je vais juste foncer. Et pour moi, ça a toujours été ça dans la vie, c'est de foncer. J'ai été refusé 3 fois, je pense, au stage à Radio-Canada Sport, à l'université. Un stage obligatoire. Encore une fois, je suis le seul garçon noir au bac en journalisme en 2011. On ne parle pas de 1962. On parle de 2011, là. Sincèrement, c'est là que tu te poses des questions. Les professeurs n'ont pas non plus ce rapport à « OK, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que c'est important de rester toi-même ou tu dois rentrer dans le moule du journaliste québécois gentil qui met les bons mots à la bonne place? » Et je vous dirais que mon expérience personnelle, ça fait 10 ans que je fais ce travail-là. Et depuis 2 ans, depuis des événements comme George Floyd, c'est comme si on a comme un « Whoop! Ah, vous êtes noir! Ah, vous êtes là! » Ah, je ne l'avais pas vu depuis les 10 dernières années. Pour la première fois à TVA Sport, on m'a demandé mon avis pour la programmation du mois de l'histoire des Noirs à TVA Sport. Pour la première fois, on nous a impliqués dans le processus de production. Patrice Bernier, Kevin Raphaël et moi-même. Pour la première fois, je reçois un appel de gens du marketing que je ne savais même pas qui existait et qui nous disent, écoute, on veut faire une vidéo. Qu'est-ce qu'on devrait utiliser comme musique? Qu'est-ce qu'on devrait utiliser comme image? Et merde! Oh, c'est... On a quand même 3 minutes pour rebondir, je sais. C'est dur, c'est dur. Est-ce qu'une de vous veut rebondir sur ce que Andy vient de dire? J'aime le fait qu'il a dit de foncer. On est dans une ère, dans un moment historique où il ne faut pas avoir peur. Il y a des espaces qui sont ouverts. On a quand même beaucoup de chemin à faire pour se rattraper, pour être au moins au niveau du reste du Canada. Parce que si vous ouvrez la télévision ailleurs au Canada, surtout en anglais, c'est multi-ethnique, je vous le jure. Au Québec, il y a un gros changement. Pourtant, dans la rue, on est partout. Partout, de différentes couleurs, de différentes nationalité. Alors, c'est important de vraiment foncer parce qu'il y a cette ouverture, il y a des bourses, il y a des possibilités, il y a des occasions de stage. Oui, ça se peut que vous soyez le token, mais soyez le meilleur token parce que vous ouvrez la porte pour d'autres. Et ce n'est pas une mauvaise chose d'être la seule personne noire. Des fois, ça vous permet de rentrer dans un réseau qui n'est inaccessible et d'ouvrir la porte à d'autres personnes. Moi, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de possibilités. Je travaille avec beaucoup de personnes dans cette salle-là. C'est grâce à des stages, c'est grâce à avoir été recherchée sur Radio-Canada. Il n'y a rien de mal. C'est qu'est-ce que vous en faites, les portes que vous ouvrez et avec qui vous allez collaborer. Moi, je travaille, quand je refuse un contrat, je ne dis jamais non seulement. Je dis, je connais quelqu'un d'autre, j'appelle Barbara, j'appelle quelqu'un d'autre que je connais. Parce que je ne veux pas parce que malheureusement, les gens sont fatigués et souvent sont paresseux. Alors, pour faciliter leur travail, je leur dis, je connais 5 recherchistes, je connais 5 réalisateurs. Même si j'en connais pas, je vais les chercher. Et c'est important pour moi parce que c'est comme ça qu'on fait une différence. Vous facilitez le travail de votre allié. Et qu'est-ce qu'il veut? Il va dire, je connais 2-3 personnes qui ont été recommandées par Sabine, par Vanessa, par ci et ça. Voici leur CV. Faciliter leur travail. C'est un travail de collaboration et c'est aussi un métier de réseau. Plus vous avez un grand réseau, plus vous allez ouvrir des portes pour d'autres personnes et pour vous.
Alors, collaborer, on a tendance à le garder entre nous. On ne peut pas accéder. Il faut vraiment un troupeau. Et si on veut que ça continue, parce que moi, je trouve qu'on est très dépendant partout à travers le Canada des fonds publics, malheureusement, si les fonds publics disparaissent, les stages, les bourses vont disparaître et on veut être là. Alors, travailler comme ces fonds publics n'existent pas. Ça veut dire travailler bien, on travaille fort. Ça, c'est garanti. Les personnes racisées, on travaille fort. Mais soyez des personnes qui sont capables de collaborer, ouvrir la porte pour d'autres. Puis ça, c'est très important. Mm-hmm. Sabine est securing my coins. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Reste combien de temps j'ai comme peur? 2 minutes. 2 minutes, wow! OK, moi, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit, Andy, au sujet du mois de l'Histoire des Noirs. Puis je compte plus le nombre de fois à Radio-Canada où on nous sollicitait pas justement sur des sujets reliés à des personnes noires. C'est arrivé, à un moment donné, je me rappelle, j'étais dans un département où on faisait des dossiers spéciaux, donc des reportages plus longs où on n'avait vraiment pas une journée pour faire un reportage, mais une semaine, mettons, tu sais. Puis un dossier sur la présence des femmes noires en politique avait été confié à une collègue blanche. Puis j'avais dit à mon superviseur, mais pourquoi, tu sais? Puis la réponse était, oh, mais on veut pas le confier à une personne noire parce qu'on veut que ça reste objectif quand même, tu sais. Puis c'est comme, mais pourquoi est-ce qu'on prend pour acquis que la personne blanche est tout le temps objective alors qu'on sait très bien qu'elle a des biais elle aussi, tu sais? C'est comme, pourquoi est-ce qu'on, par défaut, la personne blanche va être objective, mais la personne noire est systématiquement militante? Alors que réclamer l'égalité, réclamer une place autour de la table, c'est pas du militantisme, à mon sens, à moi. J'haïs ça d'ailleurs quand on me qualifie de militante ou de personne engagée. Pour moi, c'est juste le gros bon sens. C'est la fucking base d'avoir de la représentation autour de la table. C'est pas une action de militantisme, tu sais. Fait que c'est ça. Ça, je voulais rajouter ça parce que ça me choque. Oui, super. Vraiment des excellents panélistes. Merci beaucoup. C'est déjà terminé pour cette ronde de discussion. Là, je crois que c'est le public. Pour moi, ce panel-là, c'est vraiment... je vois ma jeunesse, je vois ma vie à travers chacun de vous. Donc, je suis vraiment reconnaissante de vous avoir aujourd'hui avec nous. Mais j'ai pris quelques notes. Premièrement, quand on parle de magazines, puis de la représentation, puis qu'on ne trouve pas de femmes dans les magazines. Je tiens à souligner le magazine Souche et le magazine Nuance. Parce que souvent, on a tendance à penser qu'on peut juste se retrouver dans les mainstream, mais il y a des magazines dans nos communautés aussi qui font de la place à la diversité, puis il ne faut pas les oublier. Ça, c'est très important. Je voulais aussi parler Andy. Andy vit mon rêve, en fait. Moi, je voulais être journaliste sportive. J'ai frappé à toutes les portes. J'ai jamais pu faire ce métier-là. Donc, quand je vois Andy, je suis toujours... ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Mais en même temps, je trouve ça triste parce que je me dis... Ça brise des rêves. Il y a plein de jeunes qui rêvent à ça puis qui ne sont pas capables de faire ces métiers-là. Et le fait que toi, tu as foncé, tu n'as pas arrêté, tu as persévéré, je trouve que tu es un exemple vraiment... c'est un témoin vivant que quand on ne lâche pas, on est capable d'arriver puis d'être capable d'ouvrir les portes pour d'autres. Je sais ce que tu as fait pour Kevin Raphaël, etc. Donc, je trouve ça vraiment important. Puis Vanessa, moi, je suis une ancienne radio-canadienne. Donc, j'ai commencé ma carrière... Non, je ne vais pas arrêter. J'arrête pas. Je suis comme... Elle n'a pas entendu. Ting, 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 ting. 3 secondes. Je suis une ancienne radio-canadienne. Puis je sais qu'est-ce que ça représente d'être dans ces milieux-là. Et c'est difficile. Et quand j'étais à Radio-Canada, j'ai commencé comme recherchiste radio. Je suis partie, puis le fait que je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de mon expérience à Radio-Canada. Il y a une journaliste, une animatrice qui m'a dit, pourquoi je parle toujours de sujets noirs. Ça, c'était la première chose. Et de 2, elle m'a dit comme ça que Corneille ne faisait pas de la musique francophone. OK? Donc, pour moi, c'est vraiment important qu'on est dans ces espaces-là. Puis je vois des visages. Là. On faisait un spécial musique francophone à Paris. Puis on regardait les artistes qui avaient réussi à Paris. Puis quand j'ai proposé le nom de Corneille, on m'a dit qu'il ne faisait pas de la musique francophone. De la musique du monde ou de la musique urbaine? Je ne sais pas. Mais je sais qu'est-ce que le prix à payer pour être dans ces espaces-là. Puis je voulais juste vous féliciter. Puis que les gens comprennent réellement que... Je sais que tu ne te considères pas comme militant, mais le travail qu'on fait est important. Puis il ne faut jamais abandonner. Puis je suis vraiment fière de vous. Juste dire qu'on appelle ça la charge raciale, en fait, ce qu'on fait, là. C'est pas... Comme il y a charge mentale pour les femmes, mais ce que nous, on fait, les personnes racisées, c'est de la charge raciale.
c'est pas super le fun. 24/7. Mais OK, je pars mon 2 minutes. Alain Joseph. C'est une minute, c'est une minute. Une minute, OK. Oui. Ben, écoutez, j'avais le même rêve que Carla. Je viens du même quartier qu'elle, Saint-François. On a été dans les mêmes écoles secondaires. Joe Saki qui passe la rondelle à Matt Sundin à Brian Fogarty tire au filet. Et quel arrêt de Ron Tucknott, Ron Extall. Écoutez, on jouait à NHL, puis on voulait être journaliste sportif. Ça a été un rêve. Les statistiques de sport, j'y connais comme pas possible. Un moment donné, je me suis dit, écoute, il n'y a personne qui te ressemble. J'ai abandonné le projet. 20 ans après, je reviens dans le monde des médias par mes efforts à moi. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Puis mes 20 dernières secondes, moi, j'écoute les soirées électorales tout le temps à Radio-Can. Je suis passé à TVA il n'y a pas longtemps. Il n'y a aucune représentation de la diversité. Il va falloir qu'on se lève, qu'on dise « assez, c'est assez ». Patrice Roy commence à titiller, je ne sais pas qui prend une décision à la réalisation. Fédéral, municipal, provincial, les 3 dernières élections, même Mme Cathy Wong aurait pu être là. On me ramène des mairesses de Chibougamau, Mouk-Mouk. Je trouvais ça très ordinaire. C'était mon message pour vous. 100%. Merci. puis même les élections américaines, puis ça, c'est vraiment choquant parce que l'élément afro-descendant est super important des élections. Je vais juste dire quelque chose, Vanessa. Il n'y a pas de problème, mais après ça, vous allez échanger. Oubliez pas, vous allez échanger. Fait que écoutez, mais vous allez échanger après. Je perds aucune seconde dans mon 1 minute parce qu'elle a interagi, right? Excuse-moi. Je perds aucune seconde dans mon 1 minute. Non, les minutes ne sont pas commencées. OK, Les all minutes ne right, sont pas all right. commencées. On n'est pas comme ça. Non, écoute, je suis les règles, moi, là. OK, ça commence maintenant. D'abord, Marina Mathieu, je suis chercheuse. Je travaille en ce moment justement sur une maîtrise sur l'impact des initiatives de diversité et inclusion sur la représentativité des femmes afrodescendantes aux médias québécois, francophones. Puis de Michaël Jean aujourd'hui, je dois vous dire que quand je pense au fait qu'en 2005, un avis est sorti du CRTC qui parlait de diversité culturelle à la télévision. Il y a des recommandations qui ont été faites. Et depuis, rien statistiquement parlant, n'a évolué pour que ça change, pour qu'on sache que vous existiez. Tu sais, moi, si je ne suis pas volontairement comment vos noms sont placés dans les différents endroits pour être sûr que vous existiez, je ne sais pas que je dois aller contacter Barbara Lorenstein sur LinkedIn pour lui dire « Tu existes, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es allé? » Et ensuite, est-ce que je peux donner une opportunité? Est-ce que je peux t'interviewer pour quelque chose? Puis je pense que ce manque de visibilité est dû non seulement à comment le système est bâti puis le racisme systémique qui existe, mais aussi au manque, malheureusement, de sécurité pour vous en tant qu'individu. Parce que plus vous êtes visible, plus vous êtes agressé, plus vous êtes harcelé, puis rien ne vous protège, même pas nous, en fait. Donc ça, je voulais vraiment le mentionner parce que je trouve que c'est important. Merci. I'm going to speak in English because I'll lose my minute if I It's speak okay. in French. Mais je m'appelle Nathalie Ndongo. Je suis journaliste, animatrice et réalisatrice at CBC. So I'm a cousin. Et j'ai travaillé beaucoup avec Barbara et Vanessa à Radio-Canada aussi. I just really wanted to say what our responsibility is right now, those of us who are in the room, but especially those of us who are in the industry, public or private, go back to your elementary schools and talk. Go back to grade 6. Go back to your high school. Go back to your Maison des Jeunes. It's essential at this point. We are the generation that, yes, we are exhausted. But in order for us to actually make a dent, we have to go further back in the system to get our kids out of the schools, out of thinking they only have to go to the hospital work, they only have to go to the factory, and actually see us. It's essential once a year, not at Black History Month or during Black History Month, but go back. Go back, let the schools know, let your school board know, whatever it is, put your name out there so that the youth actually see us, because the youth are not paying attention to Radio-Canada, ni Véro, ni whatever. They're not paying attention. So if we show up at the door, they won't even know that we existed parce qu'on n'est pas sur les murs présentement. Fait que là, on arrive là-bas et là, ils vont voir l'exemple et ensuite, on enchaîne et on enchaîne. Yes. Oh, yes. Merci. Thank you. Donc,
Bonjour tout le monde, je suis Antoine Alavo, je suis coordonnateur aux affaires des étudiants noirs à McGill, puis je suis aussi recherchiste à Radio-Canada. Je suis la diversité dans les médias. Mon père travaillait à RDI en 98. Je suis ça depuis très longtemps. Je veux vraiment vous féliciter pour votre contribution, surtout au niveau de l'analyse, puis d'être à la table des décisions. Ma question, ça va être, sans vouloir vous rajouter du travail, même si ça arrive toujours, est-ce que vous avez participé à des initiatives de diversité, entraînement, ressources humaines à l'interne? Peut-être nous donner un exemple de quelque chose de positif ou négatif qui est sorti de là-dedans, puis si ça fait vraiment du changement à ce niveau-là, ça m'intéresse de voir les démarches institutionnelles qui sont en place. Je suis sûr qu'ils vous ont, comme tu as dit, ils vous sont frappés à la porte puis ils sont venus s'intéresser à ce que vous faites. Merci pour ce great sommet. Merci. Alors, vous allez avoir 10 minutes. Je vais te passer le micro et je vais le reprendre après 10 minutes. Je ne sais pas si vous voulez répondre à sa question, vu que c'est le panel, c'est le temps où on discute entre nous finalement, donc je ne sais pas si vous voulez répondre à sa question. Oui. La dernière question, moi, je peux répondre, c'est que j'ai pris part, pendant la pandémie, il y avait beaucoup de choses, mais avant la pandémie, j'ai eu une bourse Netflix avec l'INIS, qui a changé ma vie, je peux vous le dire, qui m'a permis d'avoir le poste que j'ai actuellement, d'être productrice d'une émission à TVO, qui est une émission qui met à l'avant-plan les enfants noirs à travers le Canada, qu'on va produire en français, je vous l'annonce, et peut-être au Québec. Mais ça, c'est une formation qui est venue chercher des gens racisés. C'est une amie à Radio-Canada, Chantep, je veux dire son nom haut et fort, qui m'a dit, Sabine, j'ai des enfants, fais-le parce que tu as toujours voulu aller à l'INIS et je ne croyais pas qu'ils allaient me choisir. Et ils m'ont choisi. On était 9 et j'ai terminé le 27 février. La pandémie est arrivée et je n'ai cessé de travailler. J'ai travaillé pour Véro. J'étais assistante à la réalisation à Première fois, qui est mon émission préférée. J'ai été recherchiste également. Ça m'a permis de travailler à travers le Canada pendant la pandémie et de détenir ce poste-là qui me permet de produire en anglais, en français, une émission à travers le Canada. 80% de mon équipe est noire. Plusieurs personnes travaillent avec moi ici de près ou de proche. Il y en a que je vais embaucher bientôt, qui ne savent pas, mais qui sont dans la salle. Mais puis aussi, c'est important de savoir que de saisir ces occasions. Oui, on fait partie d'un budget. Moi, j'ai fait une formation, un stage à travers Synergie de Radio-Canada qui m'a permis de travailler pendant 3 ans pour Radio-Can. Des fois, on a tendance à dire non, on veut pas être le token black person. Bien, comment vous allez rentrer? Comment vous allez saisir d'autres opportunités? Comment vous allez rencontrer dans ces gens-là? On a tendance à travailler dans des systèmes parallèles, faire du Facebook, Instagram. C'est pas mauvais, je l'ai fait moi-même. Mais vous devez rentrer dans le système pour comprendre comment il fonctionne, puis aussi comment on peut le changer. Travailler en parallèle n'est pas assez. Puis il y a Natif qui est dans la salle. J'ai travaillé avec eux. J'étais directrice de la programmation à un certain moment. Alors, il faut comprendre le système pour mieux pouvoir le changer. On ne peut pas travailler toujours en parallèle. Mais j'ai une question par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez de... Parce que là, on voit beaucoup de gens qui partent leur plateforme. C'est un peu ça l'idée, c'est qu'on veut créer nos propres trucs. Qu'est-ce que vous pensez justement des gens qui partent leur chaîne YouTube ou leur podcast et compagnie? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est, ouais? C'est parfait. Moi, je pense que c'est parfait parce que pourquoi attendre d'avoir une opportunité où on va te donner vraiment une structure rigide, un chemin à respecter, il va falloir que tu parles de telle chose, telle chose, telle chose. Mais toi, tu as ton idée en tête, tu veux être authentique, tu veux être organique, tu vas avoir ton brand. L'exemple de Coconut Podcast, la mention qu'il nous a dit tout à l'heure, sincèrement, ça me donne juste le goût d'aller écouter. Là, tu vois, tu m'incites à aller voir ce que tu as fait pendant toutes ces semaines-là ou tous ces mois-là que moi, j'avais aucune idée. Et on s'était déjà rencontrés. Et c'est ça. C'est que tu n'as pas trouvé ta chance. Tu n'as pas trouvé ton opportunité. Tu te l'es créée toi-même. Et à partir de ça, après, c'est là que les grands décideurs vont faire « Oh my God! Oh, c'est qui lui? » Ben, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans qu'il roule sa bosse. Il fait ses propres trucs et ça fonctionne. Donc, moi, je pense que c'est super important. Ce que je dis aux jeunes aussi qui me demandent comment tu as fait pour devenir journaliste sportif, j'ai fait tellement de trucs pas rémunérés. Des trucs que tu dis, OK, ça mènera à rien. Je faisais, écoute, des voyages à Québec non rémunérés pour aller couvrir un vieux match de basket au collège je sais pas trop quoi, des nomades de Sainte-Foy ou des trucs de... Puis tu penses que c'est pas payant, mais au final, c'est toi-même. Tu te crées ton CV toi-même. Tu te crées tes opportunités et après, tu arrives sur le terrain, puis wow, ils sont chocs. Ils sont surpris parce que c'est pas des trucs que tu as appris à l'école. Tu te l'es créé toi-même, cette expertise-là. Puis moi, aujourd'hui, dans ce que je fais aujourd'hui,
je me définis comme Andy, puis je pense qu'il n'y a aucun autre reporter ou animateur sportif qui est capable de faire ce que je fais. Et je pense que c'est pour ça que, encore aujourd'hui, je travaille. Et parce que je suis resté fidèle à moi-même, je suis resté Andy et j'ai pas essayé d'être Yvon Pedneau ou j'ai pas essayé d'être Bergie. Tu comprends? Donc, je suis Andy, puis je pense que c'est super important de se créer soi-même ces opportunités-là parce que tu vas te trouver et après, je pense que les opportunités vont venir à toi comme ça. Je suis entièrement d'accord. Moi aussi, ça a été ça mon parcours, dans le sens où j'avais ma propre plateforme avant d'arriver dans les magazines mainstream. Et c'est grâce à cette plateforme-là que, justement, j'avais la légitimité de pouvoir rentrer dans ces espaces-là. Maintenant, est-ce que le but, ça doit systématiquement être de rentrer dans des espaces qui sont majoritairement blancs? Je ne pense pas que ça soit nécessaire. Je pense qu'il y a de la place, justement, pour toutes ces initiatives-là. Je trouve que tout a un objectif. Je vais être très heureuse de regarder, justement, des initiatives et des projets de création qui sont faits uniquement par des personnes racisées, de la même manière que je trouve qu'il y a réellement un avantage à être capable de s'infiltrer dans des structures qui sont quasiment historiques pour être capable de se faire une place et pour montrer qu'on n'est pas uniquement un intérêt spécialisé, mais qu'on fait partie aussi du mainstream. On est, comme on disait tantôt, on est dans la rue, on est là partout, puis il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas représenté dans ces espaces-là aussi. Oui, vas-y, Vanessa. Vas-y, Vanessa. Moi, je voulais dire, je trouve que vraiment la question, c'est l'argent qui est vraiment le nerf de la guerre. Puis ça me désole. Moi, je viens d'un milieu très, très, très modeste, assez pauvre. Puis j'avais besoin là, de secure mon comme 60K par année en travaillant à Radio-Canada. Puis d'avoir ce régime de retraite-là, puis d'avoir des assurances, puis d'avoir des vacances payées. Puis à un moment donné, je pense que c'est important quand même de se donner la chance de briser un peu le cycle de pauvreté intergénérationnelle, puis d'évoluer dans un espace où tu peux comme avoir un chèque de paye à chaque 2 semaines. T'sais. C'est difficile d'être travailleur autonome, puis c'est difficile de se lancer en affaires. Donc, je vous dis de commencer en rentrant dans des entreprises de presse, de monter tranquillement les échelons, d'aller chercher cette expertise-là qui va vous être utile de toute façon, parce que pour parler la langue des décideurs, vous n'avez pas le choix d'évoluer dans des espaces qui sont très blancs. Adapter votre langage au leur un petit peu, là, ce qu'on appelle l'alternance codique, dans le fond, là, pour être capable ensuite de parler en utilisant leur langue pour défendre vos propres projets par la suite. Donc ça, mais j'encourage vraiment le fait de se lancer par soi-même, mais de ne pas négliger quand même l'expérience qu'on peut aller chercher dans des entreprises déjà établies. Puis là, j'aimerais ça finir mon point sur les analystes, maintenant que je vous ai. Donc, je disais tout à l'heure qu'il manquait d'analystes dans les panels politiques, notamment là, dans les soirées d'élection. Puis ça fait en sorte qu'on se ramasse malheureusement à souvent solliciter des artistes sur des sujets qui demande une mise en contexte socio-historique qui peut seulement être fournie par des politologues, des anthropologues, des sociologues, des gens qui ont fait des études universitaires. Je suis tannée d'entendre des chanteurs, des danseurs, des comédiens se prononcer sur des sujets aussi vastes que genre l'esclavage puis le mot en haine. Ils ont le droit de le faire, évidemment, parce que leurs regards sur ces sujets-là sont super importants, mais il faut aussi céder la place à des gens qui ont l'expertise pour en parler puis élever le débat, parce que sinon, on est dans le ressenti individuel, alors que ce qu'on a besoin autour de la table, ce sont des faits. C'est une expertise universitaire. Donc ça, c'est super important. Puis je vous le jure, là, ils vont préférer booker Normand Brathwaite avant de booker un sociologue autour de la table, parce que le sociologue va les confronter à des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Donc c'est important de savoir céder sa place. Puis quand vous êtes comédien, quand vous êtes danseur, quand vous êtes chanteur, puis qu'on vous sollicite pour parler du mot en haine, peut-être dire non, puis genre dire, avez-vous pensé à appeler telle personne? C'est vraiment, vraiment important, parce que sinon, le débat, il reste au même niveau, et le niveau est très bas en ce moment. Donc ça, là, c'est ça. Mais sinon, c'est tout. Ah oui, une dernière affaire, puis moi, j'aurais bouclé mon... J'aimerais ça dire aussi... Des fois, je trouve, tu sais, une fois qu'on est établi, gang, là, ça serait le fun plus de solidarité une fois arrivé au sommet. Je ne comprends pas comment il peut y avoir autant de débats sur le mot en haine que les Blancs s'organisent pour signer des lettres ouvertes dans Le Devoir, 3 lettres ouvertes sur le mot en haine, signées par des anciens directeurs de l'information et des anciens ombudsman de Radio-Canada, les têtes d'affiche actuelles de Radio-Canada et les poids lourds de l'information, tous médias confondus. 3 lettres ouvertes signées pour un total à peu près de 100 personnes dans les médias sur le mot en haine, et pas une seule lettre ouverte signée par des gens noirs qui travaillent dans les médias. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été capable de s'organiser pour, genre, tenir tête et parler, se mettre tout ensemble? Je sais que c'est pas facile individuellement dans nos milieux respectifs parce qu'on risque beaucoup, mais l'union a toujours fait la force, sérieusement. Et si on se met tous ensemble, même
la question du droit de réserve, par exemple, je veux dire, les têtes d'affiche de Radio-Canada qui ont signé la lettre ouverte dans la presse là, pour dénoncer la décision du CRTC, se sont pas gênés. Ils ont fait fuck off, genre, on s'en fout du droit de réserve. Mais les personnes noires aussi, on devrait être capable de faire fuck off puis de se mettre tous ensemble, être 100 signataires noirs dans les médias, puis tenir tête, puis au moins donner un challenge à toutes ces personnes blanches-là, parce que sinon, c'est 3 têtes d'affiche. C'est moi, Émilie, Nicolas puis Fabrice Ville qui vont aller se tuer à l'ouvrage à donner des entrevues pour dire que c'est pas correct. T'sais, on est comme tout seul dans l'arène puis on est fatigués. Genre, je demande vraiment l'appui de la communauté puis les gens de l'industrie là-dessus. Là. J'en peux plus. Merci. Ouais. C'est un cri du cœur. On est-tu correct dans le temps encore? OK, on est correct. Sur ça, y avait-il autre chose que vous voulez rajouter? Mais au fait, moi, si je peux dire, vous avez parlé tantôt des ventes, magazines, des gens, on va pas nécessairement mettre des personnes racisées parce que ça vend moins. Moi, je peux dire de mon expérience, et moi, je travaille en musique. Puis, ce que je peux dire, c'est qu'il faut juste pas nécessairement prendre les gens pour des bébés. C'est-à-dire que les gens sont prêts à avoir de l'ouverture. Il y a beaucoup de... On le voit, écoute, ici, musique, j'ai un monsieur Denis qui nous envoie des photos, un monsieur Denis tête blanche qui adore notre contenu. Donc, c'est pour montrer que les gens, ils en veulent. Ils veulent des nouvelles voix, ils veulent des nouveaux sons, ils veulent des nouveaux accents. Il faut juste pas avoir peur, justement, de se put ourselves out there, justement, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à les entendre. Comme, oui, je comprends qu'au début, OK, il y a cette résistance-là, mais c'est correct, il faut être dans la face des gens pour dire qu'on est là, on existe. Puis ils vont consommer. Les gens sont prêts à entendre ça. On le voit dans les médias, on le voit dans les galas. Les gens, ils n'écoutent plus les galas, par exemple, les galas musicaux, parce que ça ne représente plus la société d'aujourd'hui. Donc, c'est super important d'avoir des visages différents, des accents différents et de se mettre de l'avant, justement, à travers des projets et autres choses. Et c'est super important. On a beaucoup parlé de formation aussi, de faire des sacrifices. T'sais, moi, de mon expérience aussi, je me suis exportée à Ottawa, en Ontario. C'est là que j'ai rencontré Sabine, entre autres. J'ai travaillé longtemps en Ontario. Vanessa qui dit qu'elle a été dans l'Ouest canadien. C'est quelque chose de très important aussi d'acquérir cette expérience ailleurs pour pouvoir, comme tu l'as dit, Andy, arriver sur des plateaux de tournage, sur des tournages, puis tu sais de quoi tu parles. Tu sais, ça te la crédibilité, finalement, c'est ça. Tu sais de quoi tu parles. Donc, de ne pas avoir peur d'aller s'exporter, d'aller prendre l'expérience, de le faire gratuitement. J'ai fait du bénévolat pendant longtemps avant d'avoir un travail payant puis qui m'a rendu où je suis aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un aspect qui est super important de prendre l'information, du mentorat. Tu as parlé d'Angelo Cadet, c'est génial là, qui t'a offert ce temps-là gratuitement, de l'accompagner. Je trouve que c'est de s'entraider entre nous, finalement, aussi, pour s'aider l'un l'autre, finalement. Oui? Il y a une maladresse encore chez les décideurs aujourd'hui qui... On dirait qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est comme, oh, allô, okay, c'est du riz, c'est du poisson, c'est quoi? Non, sincèrement, je fais cette blague-là, mais c'est dégoûtant pour nous. C'est dégoûtant, on est là, on travaille comme eux, on est aussi qualifiés, aussi compétents, on est plus... écoute, on est plus vivant, on a une énergie complètement différente. Ça fait peut-être 4 ans que je propose un programme de stage ou de bourse à Québécois pour la diversité qui n'existe pas dans une salle de nouvelles qui est à 98 % blanche. Je suis le seul journaliste sportif noir à TVA Sport. Il y a Kevin Raphaël qui est animateur que j'ai fait rentrer. Au fil des ans, j'ai fait rentrer aussi des gens issus de la diversité et vous regardez une salle de nouvelles et ça renvoie à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est les élections, c'est les mêmes têtes que tu vois. On parle d'un sujet noir, c'est quatre têtes blanches dans un débat. Et ça, c'est inacceptable. Et au-delà de la maladresse, c'est presque de rire de nous, moi, je trouve. Et j'ai perdu mon emploi pendant 8 mois durant la pandémie en 2020. Et je me suis beaucoup remis en question à savoir, est-ce que j'ai besoin d'être là? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Puis ça te fait réaliser à quel point tu n'es peut-être pas là pour faire des entrevues, rapporter l'information sportive, mais tu es peut-être là pour aller un peu plus loin, c'est-à-dire peut-être justement motiver d'autres générations à monter. Puis toi, tu es là, ça fait 10 ans, tu vis bien, tu as des contacts, tu as accès à des réseaux, mais les gens se posent encore des questions. Ces jeunes Carla Bova qui veulent devenir journaliste sportif. Donc, je travaille présentement sur un programme de stage et de bourse pour aider les jeunes de 12 ans à 66 ans à accéder au milieu des médias d'information, que ce soit radio, que ce soit télé, que ce soit magazine. Je travaille là-dessus, puis c'est pas Québécois qui m'aide là-dedans, c'est d'autres. Je me suis trouvé d'autres alliés, mais juste vous dire, quand on se pose des questions, OK, est-ce que je devrais le faire? Est-ce que je me lance? J'ai perdu ma job pendant 8 mois, puis je me suis posé beaucoup de questions, à tourner mes pouces chez moi. Puis, sincèrement, j'ai bien hâte de vous présenter ça, mais je pense qu'on va juste choquer le monde.
Parce qu'ils vont avoir beaucoup plus de jeunes Andy, de jeunes Carla, de jeunes Sabine, de jeunes... c'est ça, de gens de partout, des gens qui ont de l'énergie, qui n'ont pas peur de parler et qui n'ont pas peur aussi d'être le petit soldat. On est beaucoup plus que ça. Puis, sincèrement, ça me fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Puis, j'ai bien hâte de voir ce projet-là voir le jour très bientôt. Et voilà. Bravo. Je voulais rebondir. Ah, tu veux y aller, vas-y. Allô? Vas-y, Vanessa, alors. Oui, allô. Ben, je voulais juste rebondir sur la nécessité de s'exiler parce que souvent, le réflexe de beaucoup de gens qui commencent dans les médias, c'est de vouloir absolument rentrer à Radio-Canada parce qu'ils ont l'impression que ça va être plus safe comme environnement, justement parce qu'on la voit, cette diversité à la caméra. Puis oui, pour vrai, Radio-Canada, ça a été super formateur pour moi. Puis j'ai eu la chance de commencer à Montréal. Mais il faut être prêt aussi à aller en région. Puis des fois, c'est correct aussi de ne pas commencer à Radio-Canada. Moi, mon premier stage de télé, avant d'avoir été embauchée là, c'était à TVA à Rimouski. Okay. J'ai été à Rimouski pendant 6 semaines. Je vivais dans le sous-sol d'un couple blanc. Puis j'allais travailler en vélo parce que je ne savais pas conduire. Je ne sais toujours pas conduire d'ailleurs. J'allais travailler en vélo à la station de TVA Rimouski. Puis pendant 6 semaines, j'étais sur le terrain tous les jours avec un journaliste différent qui m'apprenait les bases du métier du reportage télé. T'sais. Puis j'ai pu revenir à Montréal. Puis déjà, sur mon CV, j'avais cette expérience-là que d'autres n'avaient pas parce qu'eux, ils voulaient rester à Montréal pendant l'été. Ils ne voulaient pas aller en région. Puis ils voulaient absolument rentrer par la grande porte pour faire leurs preuves. Mais finalement, de rentrer par les petites portes, ça m'a permis d'accéder plus rapidement à la grande porte que si, c'est ça, j'avais juste cogné inlassablement. Donc, ça, c'est super important. N'hésitez pas aussi à vous tourner vers des médias communautaires. Moi, sur mon CV, j'ai eu ma TV, j'ai eu Radio Centre-Ville, pas CIBL, parce que tout le monde allait à CIBL, qui est comme la grosse radio communautaire où tous les étudiants en journalisme veulent aller, mais tout le monde finit par avoir la même chose sur son CV. Fait que c'est pas distinctif. Donc, n'hésitez pas comme à cogner chez Nuance Magazine, justement, offrir vos services puis vous bâtir un CV qui va être unique, Voilà. J'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Bien, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'ai grandi à Ottawa, alors j'ai travaillé à Ottawa, mais aussi, je me suis exilée jusqu'en Russie pour faire du journalisme. Alors, puis aussi, j'ai travaillé en France, à BET France. Alors, la francophonie est beaucoup plus que le Québec. OK? Et avec l'Internet, on peut aller n'importe où. Alors, n'hésitez pas, il y a vraiment une soif pour des francophones et surtout des Québécois, parce qu'on est hot. Autre chose que je voulais rebondir sur qu'est-ce que Andy a mentionné. Il y a une chose qu'on doit tenir en tête, c'est que il faut nous-mêmes avoir une ouverture de formation, de se former dans les institutions. Moi, je ne suis pas contre j'ai commencé sur YouTube et j'ai eu la chance d'être vue par quelqu'un à Bell Media pour lancer ma propre émission que j'ai la chance de produire. Mais il faut aller ailleurs. Des fois, on a tendance de vouloir entrer par la grande porte. Et Andy a mentionné quelque chose qui est super important, c'est de tendre la main à la nouvelle génération. Moi, j'ai tendance d'aller dans les écoles. Et les gens sont découragés parce qu'ils ne nous voient pas assez. On n'est pas dans des grandes plateformes, mais on travaille. Moi, je préfère travailler de plus en plus derrière la caméra. Il faut se rendre visible. Et chacune d'entre nous, on utilise nos plateformes pour se rendre visible, mais c'est une grande charge émotive. Chacun d'entre vous, si vous êtes là aussi, c'est parce que vous aimez les médias. On doit collaborer ensemble. Il faut créer des bourses, créer des espaces sécuritaires et se retrouver dans toutes ces sphères-là. Et je trouve qu'on travaille beaucoup en silo. Une chose que je pourrais recommander comme pour avoir une place plus inclusive, les anglophones en Ontario, toutes les personnes qui font de la télévision, que ce soit devant ou derrière la caméra, quand on termine les études, on fait partie d'une grande liste, on fait la bienvenue d'une nouvelle collègue. Et quand il y a des auditions, quand il y a des auditions, des postes, on se l'envoie. C'est un énorme réseau. Moi, j'étais la 20e personne quand j'ai terminé mes études en 97. Et c'est grâce à des gens comme Tracy Moore qui m'ont permis de me préparer pour des auditions, que ce soit dans la langue secondaire en anglais ou en français. Moi, j'ai beaucoup travaillé en anglais parce qu'il y avait cette ouverture-là, malgré que j'aurais toujours voulu travailler plus en français. Il faut vraiment non seulement s'exiler, mais essayer. On est polyglotte. Utilisez-la, c'est une force. N'ayez pas peur d'être unique. On a souvent peur d'être unique, mais c'est ça qui nous rend différents. Alors,
On va quand même conclure le panel parce que ce que je retiens, c'est dans le fond de l'importance de la formation, de s'entraider et aussi de consommer nos produits. Je pense que c'est super important. S'il y en a qui font des choses, des produits, allez supporter. C'est la seule façon, c'est une des façons justement de se faire voir, puis peut-être d'autres producteurs aussi. Si notre souhait, justement, de rentrer dans la grande porte, c'est d'autres vont nous voir. Donc, important de nous supporter, de s'entraider et de foncer finalement. Je pense que ça clôt. Ça a déjà passé 1 heure. Merci beaucoup. Oui, Andy, Élodie, Sabine, Vanessa, ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous.